Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau sujet. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du mouvement des Nabis, de l'artiste Maurice Denis et à travers lui une de ses œuvres en vous racontant une histoire qui normalement se termine bien. Donc pour vous replacer un petit peu dans le contexte, les Nabis c'est un mouvement artistique fin 19e, début 20e siècle. C'est un courant qui est né en marge de la peinture académique. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les artistes au XIXe siècle vont réagir en fait contre l'académie, euh, justement contre ces règles-là qui imposent aux artistes de travailler d'une certaine manière et donc vont plutôt être autodidactes pour certains et aller au-delà et vont finalement être pionniers dans la peinture moderne. C'est autour de l'artiste en fait Paul Sérusier vers 1888 que le courant va se créer. C'est un groupe en fait de jeunes artistes, de jeunes peintres qui vont se donner ce nom-là. Le terme des nabis c'est une appellation qui n'est pas publique et ni revendiquée en fait à leur époque. C'est plutôt dans l'historiographie, ça va être un terme assez courant après la Seconde Guerre mondiale et très répandu en fait dans les années 80. Donc Paul Sérusier va réaliser ce tableau sous la direction de Paul Gauguin qu'il va rencontrer l'été 1888 à Pont-Aven en Bretagne. Ce dernier va encourager donc Paul Sérusier à se débarrasser en fait de la contrainte imitative de la peinture, à utiliser aussi des couleurs vives, des couleurs pures, à exagérer ses visions et à donner aussi à ses peintures sa propre logique et symbolique. Donc à Paris, à son retour de Bretagne, son tableau va insuffler en fait des débats entre les étudiants de l'Académie Julian et les étudiants de l'École des Beaux-Arts sur le rôle sacré de l'art et la peinture. Et finalement, c'est une réalisation qui va devenir une source d'inspiration pour le mouvement des Nabis, notamment Maurice Denis. Donc je l'ai dit, c'est Paul Sérusier donc, qui va former ce groupe en fait, des Nabis, alors avec plusieurs de ses amis proches, donc Maurice Denis comme je vous l'ai dit, aussi Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, va rejoindre par la suite aussi le sculpteur par exemple Aristide Maillol, ou aussi encore le Suisse Félix Vallotton, et bien d'autres. Hein. Donc ils vont tous se donner un surnom qui va être un peu le signe de leur initiation, et ils vont tous parapher les lettres en fait qu'ils s'échangent par le sigle ETPMVMP, qui veut dire en ta paume, mon verbe et ma pensée. Alors par exemple, Paul Sérusier, son surnom c'est le Nabi à la barbe rutilante, Bonnard c'est le Nabi très japonard, etc. Maurice Denis, du coup celui qui va nous intéresser par la suite, son surnom c'est le Nabi aux belles icônes. Vers 1900, les artistes finalement de ce cercle vont prendre des directions, des voies différentes. Ce qui arrive souvent au 19e et 20e siècle, les artistes ne sont pas conditionnés dans un seul et même mouvement et vont donc aussi évoluer et suivre finalement leurs envies et leurs ambitions. Alors en réaction aussi avec l'impressionnisme et le naturalisme, les nabis veulent finalement se libérer aussi des exigences du réalisme. Alors soit ils sont détachés ou non du christianisme, mais ils vont chercher finalement des voies un peu plus spirituelles. Donc ils vont finalement se tourner vers des philosophies, des doctrines aussi nouvelles en lien avec l'Orient, c'est pourquoi il y a des artistes, le Japon finalement est une source d'inspiration, l'ésotérisme également, la théosophie. Et donc l'idée c'est de retrouver finalement le caractère sacré aussi de la peinture et provoquer un nouvel élan spirituel grâce à l'art, d'où les couleurs vives. La recherche des nabis va se développer justement dans un contexte très riche, notamment en ce qui concerne les arts décoratifs. Le contexte de formation finalement de ce mouvement artistique-là va en parallèle d'une dynamique finalement de renouvellement. Donc on avait par exemple en Angleterre les Art and Craft, donc dans les années 1860, et par la suite l'Art Nouveau en France. Donc cette idée d'industrie et d'art, de mêler aussi tous les styles, tous les mouvements de pensée, et que les artistes vont justement se regrouper pour réfléchir ensemble à un nouvel art, un nouveau monde, sens de modernité. Et donc les nabis vont défendre finalement la conception d'un art total. Et donc, dans ce sens-là, les nabis se sont aussi intéressés à différentes techniques, par exemple la tapisserie, le vitrail, la réalisation aussi d'abat-jour, de vaisselle, etc. Donc ils vont un peu toucher à tout. En ce qui concerne Maurice Denis, vers les années 1890, il va revenir finalement à un art plus décoratif. Il va réaliser de grands panneaux pour les habitations de plusieurs mécènes, par exemple. D'ailleurs, dès 1832, il a abandonné une iconographie traditionnelle pour une plus personnelle, qui est d'ailleurs fortement inspirée en fait, de la poésie symboliste et aussi de la poésie épique finalement du Moyen-Âge. Je vous montre d'ailleurs cet ensemble de 7 tableaux qu'il réalise en 1897, qui est son premier grand décor Nabi. C'est d'ailleurs une œuvre à la fois décorative et aussi symboliste, puisque ça montre en fait une chasse à courre, mais c'est aussi une quête finalement spirituelle.
Donc dans ce contexte de couleurs vives, de simplification finalement aussi des formes, d'aller à ses envies propres et personnelles, je vais vous raconter du coup l'histoire de Psyché qu'il réalise en 5 panneaux. Alors ça rappelle un peu les prémices finalement de la bande dessinée, raconter une histoire à travers plusieurs scènes qui racontent du coup l'histoire en entier, ce qu'on n'avait pas forcément avant avec la peinture d'histoire où on choisissait un seul épisode de la narration. Alors à chaque moment de l'histoire, je vais vous montrer un tableau en particulier qui suit justement la narration. Alors pour Psyché, aujourd'hui, on utilise ce terme-là pour, vous savez, les miroirs en pied, donc ça rappelle justement la beauté. Ça fait un lien finalement avec la personnalité aussi du personnage mythique. Psyché est un personnage en fait, qui apparaît dans le roman d'Apulée, Les Métamorphoses, donc écrit entre 160 et 180 après Jésus-Christ. Alors pour la petite histoire, en fait, c'est une vieille dame qui raconte ça à une jeune fille qui a été enlevée par des brigands pour justement lui changer les idées. Donc je vais vous raconter cette histoire. Donc, il était une fois Psyché, une princesse, magnifique, la plus belle du monde. Elle avait aussi 2 sœurs, jolies mais moins belles qu'elle. Et son père, du coup, le roi s'inquiète de Psyché puisqu'elle n'a toujours pas d'époux. Donc il décide d'aller à Delphes consulter l'oracle d'Apollon qui s'appelle la Pythie, qui va du coup lui prédire l'avenir de sa fille. Pendant ce temps-là, Vénus, qui est du coup la déesse de la beauté, voit que Psyché est plus belle qu'elle, et en plus elle est même presque considérée comme une déesse sur Terre. Bien sûr, totalement jalouse, elle va donc envoyer son fils, Cupidon ou Eros, le dieu de l'amour, la faire tomber en fait Psyché amoureuse d'un homme pas du tout convenable pour lui gâcher sa vie. Donc Eros y va, il regarde Psyché et au moment de tirer sa flèche, il se pique lui-même en regardant Psyché. Donc il tombe amoureux d'elle. Bien sûr, il a failli à sa mission, du coup, il s'enfuit. Le père revient en fait de Delphes avec le message de la Pythie qu'il faut attacher sa fille sur un rocher pour qu'elle attende l'arrivée en fait de son amant en tête de serpent qui viendra la libérer. Le père n'est pas très convaincu, mais bon, apparemment c'est ce qui doit se passer. Donc il attache sa fille sur un rocher et l'abandonne. Quelques temps plus tard, Zéphyr, le vent d'ouest, personnifié ici comme un homme avec des ailes de papillon, va donc bien sûr la sauver, il l'enlève et il l'emporte plus loin dans l'herbe fraîche, il la dépose, endormie. À son réveil, elle découvre un immense palais, le palais de l'amour. Elle décide bien sûr de rentrer à l'intérieur. Il n'y a personne. Elle entend seulement des voix, mais c'est invisible. Il y a plein de nourriture, de richesses, etc. Donc elle décide de s'y installer. Toutes les nuits, quelqu'un vient bien sûr la retrouver. Donc Eros, son amoureux, mais il lui fait promettre de ne jamais regarder qui il est pour pas justement le trahir. Donc toutes les nuits, il se passe ce qui se passe, et puis bien sûr, les 2 amants sont de plus en plus attachés l'un à l'autre. Un jour, les 2 sœurs en fait de Psyché, qui croyaient que Psyché était morte, viennent lui rendre visite, sauf qu'elles découvrent que voilà, dans quel endroit finalement elle évolue, donc sont jalouses finalement d'elle. Elles lui disent, si ça se trouve, pendant que tu dors, finalement, l'amant qui vient te retrouver, c'est un monstre et il va te dévorer tout cru pendant ton sommeil. La nuit suivante, Psyché, pas très rassurée, elle attend que son amant s'endorme et puis elle va regarder du coup son visage avec une lampe à l'huile. Bien sûr, elle découvre son amant magnifique et donc elle tombe encore plus amoureuse. Sauf qu'une goutte d'huile tombe sur le bras d'Eros qui se réveille et bien sûr, voyant qu'il a été trahi, décide de s'enfuir. Sauf qu'en sortant, il se fait récupérer par sa mère qui, bien sûr, lui passe un savon et puis décide de le séquestrer, normal. Et pour avoir failli à sa mission, Psyché, finalement, bien sûr, décide de retrouver l'amour de sa vie. Donc elle part à sa recherche, sauf que de complication en complication, il y en a qui ne veulent pas l'aider. Et bien sûr, Vénus, donc, capture Psyché et va lui faire vivre plein d'épreuves. À chaque fois, la nature, finalement, vient à son aide pour la garder en vie. Sauf que Psyché en a marre et donc retrouve pas son amant et souhaite finalement en finir. Et Zeus va à la fin avoir pitié d'elle et donc va bien sûr la secourir. La dernière épreuve, elle doit récupérer en fait une parcelle de la beauté de Perséphone, ou Proserpine en grec, la femme d'Hadès, la reine des enfers, et donc doit récupérer une boîte avec cette parcelle de beauté à l'intérieur. Elle réussit cette mission, sauf que la curiosité va l'emporter. La boîte est fermée, elle décide bien sûr de l'ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf qu'un mal l'emporte. Elle tombe dans un sommeil profond proche de la mort. Eros a réussi à s'échapper en fait, du palais de sa mère et retrouve Psyché son amour. Il prend une de ses flèches, la pique avec la pointe et la ressuscite. Tous les deux sont invités sur le mont Olympe où justement Zeus va unir les 2 amants.
Alors même Vénus est venue participer à la fête, elle a arrêté sa jalousie. Psyché est invitée à boire de l'ambroisie, qui est le breuvage des dieux, la rendant donc immortelle. Quelque temps plus tard, Psyché va donc donner à Eros une fille qui nomme Édonée, qui veut dire plaisir. Donc Eros, l'amour, et Psyché, l'âme, sont réunis finalement pour l'éternité. Une histoire qui se finit bien, on est heureux quand finalement c'est une happy ending. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu, que vous avez appris de nouvelles choses. J'espère que le contenu vous plaît toujours. N'hésitez pas en tout cas à commenter, liker et surtout partager. Je vous dis à très vite pour le prochain sujet et surtout d'ici là, prenez soin de vous.